Tu sais que j'aurais pu devenir un cambrioleur de première classe. Là, hop, c'est... Nous sommes en 1969. Roger Moore connaît un énorme succès dans 87 pays dans le rôle de Simon Templar, alias Le Saint, aventurier charmeur et cultivé créé par l'écrivain Leslie Charteris. La série d'aventures touche à sa fin et son coproducteur Robert Baker pense déjà à l'avenir. Il cherche une idée de nouvelle série d'aventures, quelque chose de plus fun, de plus audacieux, de plus fou que Le Saint. Ah oui, c'est une excellente idée, ça, dites-donc. Robert Baker, je le cite, se souvient « Le concept de base m'avait été inspiré par le succès d'une série de films à Hollywood fondée sur l'opposition de deux fortes personnalités, antagonistes mais liées par une solide amitié. J'ai toujours été intéressé par le genre de relation qui existe entre deux hommes ayant un grand sens de l'humour et formant équipe, comme par exemple Paul Newman et Robert Redford dans Butch Cassidy et le Kid. Dans Le Roi, 17e épisode de la 6e et dernière saison, Simon Templar croise Rod Huston, un milliardaire américain sûr de lui, extravagant et grande gueule, incarné par Stuart Damon, vedette de la série Les Champions. Le choc est immédiat, le flegme britannique face à l'énergie américaine, le style contre le culot, les joutes verbales, la rivalité amicale, et là vient de naître le pilote officieux d'Amicalement Vôtre. Oui, je vote pour. Baker voit immédiatement le potentiel, un buddy show international, drôle, élégant, décalé, où le contraste culturel entre deux riches playboys devient le moteur de chaque scène et où l'humour et l'ironie dominent. Quelques mois plus tard, cette idée prend vie pour devenir une série culte. Coucou. À la base, une ambition folle qui va façonner toute la production. Créer une série tellement classe, tellement moderne, tellement internationale qu'elle pourrait rivaliser avec les films du cinéma et conquérir l'Amérique. C'est pour ça que vous nous avez entraînés? Pour financer et distribuer son projet, Baker va voir Sir Hugh Grant qui aime l'idée et l'appuie totalement. À l'époque, c'est l'un des producteurs les plus puissants de la télévision britannique. Il est à la tête de la société ITC qui a produit et distribué plusieurs séries d'action à succès, à la fois originales et audacieuses, comme Destination Danger, L'homme à la valise, Le prisonnier et bien sûr Le Saint. Mais Hugh Grant voit plus grand que juste une série destinée à conquérir le marché européen. Son ambition ? Conquérir le marché américain afin d'assurer un rayonnement de la série à l'international et parce que ce marché représente, en cas de succès, de juteux bénéfices. Oh, on est vigilant, hein? Grant se rend à New York et vend le concept à la chaîne ABC sur le seul nom de Roger Moore. Mais il y a un hic. I said, "Lou, but I don't want to do it. I said, I don't want to do any more television." He said, "Well, I've sold it." He said, "Well, you know, the country needs the money. Think of the Queen." Heureusement, Hugh Grant a plus d'un tour dans son sac pour convaincre Roger Moore. First of all, I gave him a cigar. He liked to smoke cigars. And I went to the drawer and I'd written out a check. I said, "This is to start with." He looked at that check and said, "When do I start?" Pour conquérir l'Amérique, Baker et Grant veulent frapper un grand coup en réunissant deux stars internationales, une britannique et une américaine. Pour camper le britannique, Baker et Grant ont Roger Moore sous la main. Ce dernier avait fait ses preuves grâce à l'énorme succès international du Saint et disposait d'une élégance naturelle, d'un humour pince sans rire et d'un style impeccable, la classe incarnée. Alors, vous ne pouvez rester ni l'un ni l'autre. Et si c'était possible, ce serait avec plaisir, Shelley, mais vous savez... Nous sommes réclamés, moi par l'aristocratie, lui par la rue. Reste à trouver un acteur américain de la même trempe que Roger Moore, et là, c'était une autre paire de manches. Hugh Grant veut un nom qui claque à Hollywood, il pense à quelqu'un d'énergique, charismatique, un homme qui a marqué le cinéma dans les années 50 et 60, un comédien qu'on n'attend pas du tout dans une série européenne. Oui, qu'y a-t-il? Merci. Il propose d'abord le rôle à Rock Hudson, puis à Glenn Ford, mais tous deux refusent, déjà engagés sur d'autres projets. Roger Moore suggère alors le nom de Tony Curtis, dont la carrière accusait un coup de mou. Oh, bah bien sûr. Baker, Grant et Moore se rendent à Los Angeles pour le rencontrer. Très vite, Curtis est emballé par le rôle. Oh, enchanté. Pardon. Tarzan. Il a envie de voyager en Europe, et comme sa carrière est sur le déclin, la série pourrait la relancer et conquérir un nouveau public de fans.
Contrat signé, l'aventure commence et les personnages se dessinent. Roger Moore va incarner Lord Brett Sinclair, personnage flegmatique, calme et structuré, héritier d'une famille de la haute aristocratie anglaise, éduqué dans les meilleures écoles, gourmet certain et grand séducteur devant l'éternel. Excusez-moi, monsieur le juge, son Altesse vient avec nous? Oui, tu sais parfaitement que j'ai toujours pris soin des simples d'esprit. Alors soigne-toi bien. Tandis que Tony Curtis sera Danny Wilde, un gamin du Bronx qui va s'élever en devenant un riche homme d'affaires à Wall Street, au tempérament à la fois énergique, imprévisible et charmeur. Curtis demande que le scénario original soit changé et remplace le milliardaire texan basé sur le sein pour faire de Danny Wilde un gosse élevé à la dure et qui s'en est sorti tout seul, plus proche du vécu réel de l'acteur. Moore et Curtis, deux mondes, deux caractères, deux égos, c'est cette collision qui va créer la magie de la série grâce à leur alchimie explosive à l'écran. En version originale, le titre de la série est The Persuaders. Le producteur voulait d'abord la nommer Friendly Persuaders, mais c'était trop proche de deux titres de films dont un western avec Gary Cooper, La Loi du Seigneur en version française. Pendant longtemps, le public français était convaincu que le titre original faisait référence à la force de persuasion du juge Fulton pour amener Brett Sinclair et Danny Wilde à collaborer ensemble. Non, mais on a autre chose à faire, allez, n'y pensons plus. En français, persuader signifie essayer de rallier quelqu'un à des valeurs et des idées auxquelles on croit, amener à croire, à faire ou convaincre. En anglais, le verbe to persuade signifie amener une personne à se faire obéir ou à exécuter ses ordres, mais sans recourir à la force. Inutile de chercher à voir Maria. Plus jamais, messieurs. On dirait qu'il nous menace, tu ne crois pas? Tu me fais marcher. Oh non. Très bien. Donc on peut supposer que le titre anglais fait référence au style de Sinclair et Wilde, qui essayent de mettre leurs adversaires en échec, tout en essayant de garder une certaine classe sans avoir recours à la violence. Mais plusieurs épisodes nous les montrent en train de se battre et récupérer une arme à feu, même s'ils ont souvent l'air maladroits en tenant leur arme. Le titre doit donc avoir un double sens et aussi être un clin d'œil au mot persuader. En argot américain, un persuader, c'est une arme. Donc, où se situent Brett et Danny? Entre les deux, ils essayent de rester dignes, mais passent à l'action quand il n'y a pas moyen de faire autrement. Ah oui. Bon, au suivant, hein. Une position inconfortable de justicier, mais au final fort plaisante quand les jolies jeunes femmes leur tombent dans les bras pour les remercier. Impossible de parler d'Amicalement Vôtre sans souligner le côté décalé et virevoltant de ces dialogues pleins d'esprit et de sous-entendus. Les scénaristes se sont donné beaucoup de mal pour créer des dialogues mettant l'accent sur la rivalité amicale entre Sinclair et Wilde, tout en leur insufflant un humour constant. Responsable chargé de superviser les scénarios, mais aussi créateur des Daleks de la série fantastique Doctor Who, Terry Nation se souvient. C'était quelque chose de très nouveau pour nous. Le concept du male bonding ou buddy movie, le film de copains, était en train de devenir populaire à l'époque à Hollywood. Mais au moment où nous travaillions sur Amicalement Vôtre, il y avait encore peu de gens pour faire ce genre de film. Nous pensions donc que c'était un thème que nous pourrions exploiter. Pour écrire le premier épisode, les producteurs engagent un as en la matière, Brian Clemens, scénariste et producteur de la mythique Chapeau melon et bottes de cuir. Clemens donne le ton en marquant la différence de classe et de culture entre les deux compères. Résultat, une aventure pleine d'esprit qui conserve tout son punch plus de 55 ans après son tournage. Roger has a good sense of humour and looks like a lord anyway, and dresses well and is a clothes horse. And I knew that Tony Curtis was a kind of get-rich-quick New York guy. So that's the way I wrote him. Maître d'œuvre de la série, Robert Baker souligne « Nous avons tâché autant que possible de faire jouer du Tony Curtis à Tony Curtis et du Roger Moore à Roger Moore. Nous avons, en quelque sorte, mis la charrue avant les bœufs et écrit des histoires pour les stars, alors que généralement, on s'efforce de trouver des stars qui puissent s'adapter au scénario, se couler dans le moule des personnages et entrer dans les histoires. Avec Terry Nation, nous contrôlions les scripts dans cet esprit. Au quotidien, l'équipe de scénaristes créait un canevas, puis y ajoutait du piquant sur mesure au travers de dialogues humoristiques qui installaient la complicité entre Brett et Danny. Maria ne viendra pas, il a dit. À mon avis, c'est un petit télégraphiste. Non, c'est un métier qui nourrit bien, dis donc. Il reste il Et paraît. maintenant, il fait un peu bouffi, tu ne trouves pas? Vous voulez un bon conseil? Pas particulièrement, mais je suppose qu'on y aura droit de toute manière, alors on vous écoute. Quittez la ville. Il veillait tout particulièrement à équilibrer l'humour british opposé à la verve américaine, ce qui permettait de donner du relief au duo. Ah oui, tu dois en avoir des tas. Des incertitudes. Avec ton allure, faut pas rêver. Qu'est-ce qu'elle a, mon allure, Daniel? Bah, en fait, il n'y a pas tellement à corriger. T'es peut-être un peu trop hautain, tu vois, un peu trop collet monté. Alors essaye de ravaler ta dignité. Tu veux bien me rendre un grand service, s'il te plaît? Trafiquer les freins de ta voiture? Non, si tu me vois sur le point de ravaler ma dignité, tape-moi dans le dos pour me sauver.
Sur le tournage, Roger Moore et Tony Curtis pouvaient ajuster leurs répliques en les remaniant ou faisant de petites improvisations. Bonjour, je suis Tony Curtis. Ici mon ami Roger Moore. Roger Moore et moi avons travaillé dans le cinéma Les Noms The Persuaders, par télévision. That's not bad. Ça, c'est français? No. Vous êtes formidable, Really? formidable. Thank you. Merci bien. Excusez-moi how would I pour say mon I ami. would- Je suis Roger Moore. Oui. Et Louis est... Louis. Comment No, it's comment not se Louis. llama? Name is Tony. Ah, Louis. il s'appelle Tony Yes, Curtis. yes. Tony Curtis. Yeah, sure. Et nous faisons maintenant une nouvelle série pour télévision. Et j'espère que vous pouvez viewer, c'est bon? if you like. Viewer cette série. Yeah. I like mine Bonsoir, mesdames et messieurs. Curtis aimait bien la spontanéité et poussait Moore dans ses retranchements pour lui faire sortir quelque chose de plus vrai, moins académique. They got on very well indeed. They would try to outdo each other on the set, which worked fine for the show. It had a sort of a competition between them all the time, and I think that came over in the finished result. Et c'est vrai que le ton varie beaucoup selon les situations, parfois sérieux, parfois drôle, souvent décalé. La série jongle entre l'action, le suspense et l'humour, avec pour mot d'ordre autodérision et décontraction. Même dans des scènes sérieuses, les héros se permettent une note d'humour ou d'ironie, ce qui les rend très vivants, proches et attachants. D'ailleurs, je vais encore me retrouver seul à me battre. Oh, Daniel, comme toujours avec toi, la pire des situations est remarquablement exposée. Merci. Évidemment, la série joue à fond la carte du contraste entre le britannique et l'américain. Les scénaristes insistent sur leurs origines différentes, accent, langage, comportement, ce qui crée un comique d'opposition où les dialogues exploitent leur caractère pour faire rire. Si vous insistez, je suis Sinclair, Lord Brett Sinclair. Oh, bah dites, c'est assez facile de jouer les Brett. Il suffit de faire le vide dans sa tête. Par Saint-Georges, il a compris. Un humour encore plus poussé dans la version française où les comédiens Michel Roux et Claude Bertrand donnent au personnage un humour plus british, plus piquant que dans la version originale. Et donc, ça a fonctionné tout de suite parce qu'ils m'ont demandé de garder la trame policière qui correspondait à chaque histoire, mais d'improviser ce qui me venait à l'esprit en vous voyant jouer la comédie sur l'écran. Certaines répliques originales ont été modifiées, amplifiées, transformées en injectant de l'argot et des plaisanteries, ce qui a changé la tonalité et contribué au culte de la série. Ils ont accentué l'humour et surtout la répartie au travers de dialogues qui claquent dans un cadre comédie-aventure à la française. Exemple, dans Premier Contact, après une bagarre dans le restaurant de l'hôtel, Danny lance « Et qui c'est qui laisse traîner ça par terre? Écoutez, ça fait désordre à la fin. Bon, mettez tout ça sur ma note et réservez-nous une table pour demain. J'adore cette ambiance familiale. » alors qu'en version originale, ils demandaient simplement à réserver une table pour leur retour. Au final, peu importe, car cela reste un vrai régal sonore, et qu'est-ce qu'on se marre. Le générique d'Amicalement Vôtre a fort marqué les mémoires et pour cause. On le doit à John Barry, le maître des génériques iconiques, puisqu'il était à l'époque le compositeur le plus stylé et le plus moderne, auteur des plus grands génériques de James Bond. Le thème musical qu'il crée pour la série termine d'asseoir ce style incroyablement moderne pour l'époque. Le générique, avec ses écrans divisés, son rythme hypnotique, son orange éclatant, nous apprend presque tout du passé des deux personnages. À noter que la photo de Brett Sinclair enfant est en fait celle de Geoffrey Moore, le fils de Roger, car l'acteur n'avait pas trouvé une photo de lui enfant qui lui plaise. En à peine quelques secondes, chaque note de musique raconte le duo Sinclair et Wilde, glamour britannique contre énergie new-yorkaise. Barry pose la signature sonore, celle qui fait que la série brille avant même qu'un mot ne soit prononcé. Résultat, un thème iconique, mélodique, ultra classe, parfaitement taillé pour l'opposition Brett Sinclair-Danny Wilde. En 1995, la marque automobile Peugeot a même parodié ce générique dans une publicité tournée pour un de ses modèles, preuve de son empreinte indélébile sur la culture populaire. Un générique d'une étonnante modernité qui n'a pas pris une ride au fil des décennies, il est comme un bon vin, il a même pris de plus en plus de corps. J'ai dit que son vin manquait un peu de corps, mais tout de même... Il y a le générique, mais il y a aussi la musique dans les épisodes.
Et là, on a affaire à un autre musicien de grand talent, car Ken Thorne est l'homme qui a réellement donné vie aux épisodes. Thorne ne cherche pas à copier Barry, il part du glamour Barry, mais il le décline en ambiance, pas en mélodie. Une ambiance pour soutenir l'action, souligner l'humour et accentuer la tension. Ken Thorne donne le rythme réel des épisodes, un ton plus léger, parfois presque satirique, toujours élégant, composé de motifs brefs, réutilisables dans plusieurs registres, action, filature, tension. Ses instruments de prédilection, vibraphone malicieux, guitare rythmique funky, cordes et cuivres percussifs, tout est pensé pour suivre les dialogues et les péripéties de Sinclair et Wilde. Quelques exemples inoubliables. Alors bien sûr que les mêmes musiques sont réutilisées au fil des épisodes, mais elles font partie de son ADN et collent parfaitement au ton voulu. Au final, Barry a construit l'identité, tandis que Thorne a créé la chair de la série. Le premier nous attire par l'élégance et le glamour, le second nous entraîne scène après scène entre poursuites, quiproquos et moments de complicité. Ensemble, ils font de la musique d'Amicalement Vôtre un mélange unique, chic, moderne et irrésistiblement vivant, bref, un équilibre parfait entre style et action. Amicalement Vôtre n'a rien d'une série classique, c'est une production de luxe et ça se voit à l'écran. We knew the show was going to be expensive because television never used two stars like Roger Moore and Tony Curtis before. Tony Curtis had never made a television show before. He was a feature player. Roger had made a great success with The Saint. So we knew it was going to be expensive, and we decided that we will go for broke. We will really make a very glossy, expensive. We had expensive actors. We'll make an expensive-looking show. Elle baigne dans une ambiance gentleman farceur où luxe, voyage, voiture et un mélange de glamour et de légèreté résument l'esprit de la série. J'ose espérer qu'il était à confiance. Ah, mais je ne savais pas que tu ramassais les vieilles peaux dans les poubelles. Sache pour ta gouverne que mon costume a été réalisé à base de poils de queue de lama. Oh, c'était pas tant. Quand ce lama t'aura donné un manteau, vole la peau dans la manin pour te faire un petit sac. Hein? Ton tailleur a un certain sens de l'humour. Oui. Tout d'abord, à travers les costumes, les producteurs Hugh Great et Robert S. Baker ont donné carte blanche à Roger Moore pour imaginer ce qu'il allait porter à l'écran. Le comédien crée lui-même ses costumes taillés sur mesure à Savile Row, quartier londonien des grands couturiers. And I supplied all the materials for my clothes to be made, and so then we thought, well, maybe I'll make a sideline out of this, and so we had Brett Sinclair's clothes designed by Roger Moore.
Résultat, la classe à l'état pur. Quant à Daniel Wilde, sa garde-robe a subi quelques changements car Tony Curtis n'aimait pas ce qui était prévu dans le scénario au départ. En effet, Danny devait porter des costumes 3 pièces, mais pour Curtis, c'était trop classique et proche de Roger Moore. I had a suit made for every episode. So at the end of it, I had 24 plus suits. And then I'd start into weaving them. I'd use the jacket of one and the trousers of another. With a t-shirt or an open shirt. I like doing that. That was part of my work. That was part of Danny Wilde. And that was me. L'acteur jeta son dévolu sur des blousons et des pantalons colorés, apportant une touche assez psychédélique matinée d'un brin de folie. Quelque chose d'imprévisible et décalé à l'image de son personnage Danny Wilde. Wild, sans E en anglais, signifie sauvage, jugé plutôt. Plus étrange, il portait encore des gants en cuir, ce qui a alimenté de nombreuses spéculations et discussions. Mais pourquoi donc portait-il des gants en cuir? Well, because he didn't want the hash that he was smoking to show on his fingers. Because reasonable. He was very busy with, and so he was always, a lot of the time, slightly stoned, and couldn't get the words together, and would usually sit and look at me and say, "Dear sweet Roger, I love you." And then he said, "We're just engaged." Amicalement Vôtre, c'est encore des voitures emblématiques et hors de prix à l'époque. Une Aston Martin DBS couleur Bahama Yellow pour Lord Brett Sinclair, immatriculée à ses initiales, en clin d'œil à Simon Templar dans le sein. Mais encore une Ferrari rouge modèle Dino 246 GT pour Danny Wilde, voiture de course symbolisant son impulsivité et son goût pour la rapidité. La production a reçu un exemplaire de chaque voiture, assez rare pour l'époque, car l'Aston Martin n'avait été construite qu'à 1000 exemplaires et la Ferrari à 3000. Dans le premier épisode, on peut voir Brett Sinclair et Danny Wilde s'affronter au volant de leurs bolides respectifs sur les routes du sud de la France. Irrésistible. Pour se donner l'allure d'une production cinéma, l'équipe filme en 35 mm à partir de mai 1970 et se déplace en France à Nice et Cannes, mais encore à Monte-Carlo dans les décors d'hôtels somptueux, sur des plages privées, dans des casinos, villas et ports de plaisance. Mais encore en Italie, en Angleterre, en Écosse, en Suisse et même en Suède. Hugh Grant veut que chaque épisode ressemble à un petit film et ne lésine pas sur les moyens pour en mettre plein les yeux aux spectateurs. Cette perfection a un prix. Chaque épisode coûte à l'époque 100 000 livres sterling, environ 1 650 000 livres de nos jours, 1,9 million d'euros, une somme colossale pour l'époque. Même Deux flics à Miami, Miami Vice, considérée comme la série la plus chère dans les années 80, coûtait moins avec 1,4 million de dollars par épisode. Au quotidien, le rythme de tournage était intense. L'équipe tournait 5 jours par semaine, de 8h30 à 17h30, parfois 6 jours quand elle avait pris du retard. Un épisode demandait 2 semaines de tournage car il fallait prendre le temps pour fournir une production soignée. Tout était pensé et préparé minutieusement. Beaucoup de scènes intérieures ont été tournées au mythique studio Pinewood de Londres, qui ont également accueilli les tournages des James Bond et d'autres grosses productions hollywoodiennes. Sur ces plateaux, les décorateurs de la série ont réalisé un travail remarquable, notamment pour l'appartement de Brett Sinclair, mais aussi les nombreux autres décors, comme des chambres d'hôtel, les intérieurs d'anciennes demeures, etc. Beaucoup de scènes ont encore été tournées dans la campagne anglaise, montrées de façon très rustique, tandis que le cadre urbain était présenté de manière plus sophistiquée. Si le tournage se passe globalement bien, la réalité n'est pas toujours paisible en coulisses. Les producteurs et l'équipe technique devaient composer avec le caractère parfois imprévisible de Tony Curtis. Rien que son arrivée à l'aéroport d'Heathrow était une aventure en soi puisqu'il se fait arrêter pour possession d'armes et de cannabis. I was stopped. I had a little box of marijuana and a pistol. And they confiscated the pistol, and then they found enough grass to for a dozen cigarettes or so. Au quotidien, il improvisait beaucoup, parfois il changeait les scènes, parfois il arrivait en retard, parfois il chamboulait tout et il aimait provoquer les réalisateurs. Et tu es sûr qu'il est parti avec Shelley? Mais oui, on a tout le temps. The directors had problems with Tony. The directors say, you come in through this door, and Tony says, hey, why can't I come in through the French window? And the director spent half hour trying to explain to him why it was necessary for him to come in through a door and not through the French window. So there was all those problems. Côté action, Tony Curtis tenait fort à faire lui-même ses cascades car il voulait du réalisme. Il avait 45 ans au moment de tourner la série,
et franchement, il a la pêche. Les relations avec Roger Moore sont parfois compliquées du fait qu'il ne joue jamais une scène 2 fois de la même manière. The trouble was with Roger, he was such an easygoing guy, you had to be very careful you didn't take advantage of him. It was, there's certain things one has to do for an artist, and sometimes you didn't do them with Roger, and Roger didn't say anything, but you knew you suddenly realised you'd overstepped the line. And he was the star of the movie. Tony's a very funny man. A great sense of humour, and so we could bounce off one another, and we did it in different ways. He became more like that, and I became more laid back. Son comportement posait question dans l'Angleterre corsetée du début des années 70. Some Americans who come over here feel kind of lost, and they feel like I'm the only American, and they become, no matter how important they are, and Tony Curtis has made some very good movies, they feel insecure, and their insecurities, particularly with actors, come out in kind of childish behaviour sometimes. And all of those newspapers that loved all kinds of stories. I was a homosexual screaming my way through town. I was a womanizer, I had girls stuck in every corner. I was a big gambler, lost a fortune every time I went to Las Vegas. I was cruel to my workers, people I worked with. Actors hated me. I didn't give a De son côté, Roger Moore reste courtois et professionnel. Non seulement il apprend ses répliques, mais aussi celles que Tony Curtis risque d'oublier. To call Roger an actor is wrong. Tony's an actor. Roger's a star. That's the difference. But the combination of an actor and a star together work perfectly. Beaucoup d'histoires négatives ont été véhiculées par la presse, mais la réalité était que les deux hommes s'appréciaient et se respectaient. Par contre, avec les vedettes invitées, ce n'était pas toujours courtois quand Tony Curtis insulte Joan Collins pendant le tournage de Minuit moins kilomètre. Et il se montre parfois taquin avec Laurence Nesmith, alias le juge Fulton, magistrat à la retraite qui réunira Sinclair et Wilde et leur laissera le choix entre enquêter ou finir en prison. Alors, monsieur le juge, c'est une belle journée, hein? Non, et je vous serais reconnaissant de ne pas me demander comment s'est passé mon voyage. Voilà, comme vous voudrez. Vous avez fait bon voyage? Non, merci. Oh, pardon. Fulton jouera dans 11 épisodes sur les 24 que compte la série. En coulisses, les trois acteurs font preuve d'une complicité très agréable qui transparaît à l'écran. Car oui, malgré leurs différences, Brett et Danny ont une certaine affection pour Fulton. Oui, je comptais bien sur Dupont pour vous créer suffisamment d'ennuis pour vous convaincre de régler cette histoire. Eh ben, c'est vous qui m'avez fait enrager, mon vieux. Vous croyez que je suis prêt à risquer ma vie ou la sienne? Non, mais il est malade. Allez, viens, ton Altesse. Ce duo atypique crée une ambiance plutôt rock'n'roll avec laquelle les producteurs ont dû composer. En conséquence, les scénarios sont parfois réécrits au tout dernier moment, les réalisateurs tournent à la chaîne et changent, et le budget explose épisode après épisode. Mais paradoxalement, ce chaos donne à la série une énergie unique, vivante, imprévisible, drôle, stylée, et c'est là, au cœur du désordre, que naît le charme incomparable d'Amicalement Vôtre. Amicalement Vôtre n'a pas invité un nombre incroyable de vedettes, mais il y en a plusieurs qui ont fait une belle carrière en Angleterre et même aux États-Unis. Soyons galants et commençons par les dames avec Joan Collins, actrice née à Londres et qu'on voit ici 11 ans avant de devenir l'infâme Alexis Carrington dans le soap concurrent de Dallas, Dynasty, avec John Forsythe et Linda Evans. Dans Minuit moins kilomètre, elle jouait Sidonie avec une de ses coiffures incroyables, c'était l'époque. Ensuite, Lois Maxwell jouait Louise Cornell dans l'épisode Une rancune tenace. Elle retrouvera ensuite Roger Moore dans le rôle de James Bond, puisqu'elle reste mondialement célèbre pour avoir joué Miss Moneypenny, la secrétaire coincée de M, le supérieur de James Bond, un rôle qu'elle tiendra pendant 23 ans, de Dr No en 1962 jusqu'à Dangereusement Vôtre en 1985. Puisqu'on parle de James Bond, on continue avec Bernard Lee, qui jouait Sam Milford dans l'épisode Quelqu'un dans mon genre. Il reste surtout connu pour avoir campé M, le supérieur de James Bond, période Sean Connery et Roger Moore, qu'il retrouvera dans le rôle de 007 jusqu'à Moonraker. Ensuite, Denholm Elliott, qui jouait Roland Sinclair Timberly dans l'épisode Regret éternel. On se souvient surtout de lui dans le rôle du professeur Marcus Brody dans 2 films d'Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue et La Dernière Croisade, ainsi que la comédie Un fauteuil pour deux et plusieurs films de James Ivory comme Chambre avec vue et Maurice. Ensuite, Joss Ackland, qui a joué Felix Meadows dans l'épisode Des secrets plein la terre. On se souvient surtout de lui en méchant homme d'affaires sud-africain dans L'Arme fatale 2 avec Mel Gibson et Danny Glover. Citons encore Ian Hendry, alias Lord John Croxley, dans l'épisode Le complot,
surtout connu pour avoir joué le docteur David Keel dans les tout premiers épisodes de Chapeau melon et bottes de cuir, 26 épisodes avec Patrick Macnee. Au cinéma, on l'a vu dans La colline des hommes perdus avec Sean Connery et Profession reporter avec Jack Nicholson. Enfin, l'inoubliable Terry Thomas, alias Archibald Sinclair Beauchamp dans Entre deux feux, dernier épisode de la série, dont tout le monde se souvient comme l'anglais Sir Reginald dans La grande vadrouille avec Bourvil et Louis de Funès. Bonsoir. En clin d'œil et sans costume chic, voici un duo habillé avec Danny Wilde pour les gants en cuir et une vague ressemblance avec Lord Brett Sinclair pour la coiffure. Bon, allez, on arrête les conneries. Alors, est-ce que la série a été un succès? Mais bien sûr, surtout en Europe, en France, dès 1972, quand l'ORTF a diffusé les premiers épisodes, les spectateurs étaient enchantés de découvrir une version française qui a su parfaitement retranscrire le côté décontracté et loufoque de la série, même si on perdait la différence d'accent de la version originale. Je vous rassure, j'ai pas fumé de pétard. Mais on gagnait en drôlerie donc et en délire. Et cette nuit, j'ai été superbe. En 2 mots, superbe. Dommage que tu refuses de raconter la partie. Tu veux que je t'en parle un peu? Non, non et non. Je te sentais impatient. Les Anglais ont également beaucoup apprécié cette ironie quand la série a été diffusée en Angleterre, tout comme chez les Allemands qui ont également créé un doublage, paraît-il, assez savoureux avec plein de répliques marrantes. Mais bon, ce n'était pas le cœur de cible des producteurs Hugh Grant et Robert S. Baker, comme dit plus tôt dans la vidéo. Donc leur ambition, pour rappel, c'était qu'Amicalement Vôtre soit un succès aux États-Unis, parce que ça rapportait des juteux bénéfices, et ils avaient des raisons d'espérer, puisque la série avait été un carton en Australie, et à l'époque, quand ça marchait en Australie, cela voulait dire que cela allait aussi marcher chez les Américains. Hélas, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que quand la série a été diffusée en 1971 aux USA, elle n'a pas rencontré son public pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, la chaîne ABC ne l'a pas vraiment aidée en la mettant le samedi soir face à la célèbre série d'espionnage Mission Impossible, donc une série qui avait un succès déjà bien établi. Et ensuite, le public américain a été assez déconcerté par cette forme d'humour anglais. Apparemment, on n'appréciait pas trop la manière dont un de leurs compatriotes, Danny Wilde, était montré comme un Yankee un peu pâteau face à un Anglais racé et très classe. Permettez-moi de vous aider, Votre Altesse. Ah, Daniel, tu redonnes de la vigueur à la signification du mot balou. mais te fâche pas. Tu sais que tu es vraiment magnifique. Ouais. Et bon, il faut dire aussi qu'à l'époque, les Américains regardaient des séries dramatiques et policières au ton très sérieux, comme par exemple Hawaii Police d'État ou encore L'Homme de Fer, où étaient évoqués, parfois sans filtre, des sujets d'actualité brûlants comme les tensions politiques, la guerre du Vietnam, le racisme, la violence policière, etc. Et donc l'humour n'était pas vraiment au rendez-vous dans ces séries qui étaient bien faites au demeurant, mais fort classiques dans leur traitement. Alors tous ces sujets, évidemment, on ne les retrouve pas dans Amicalement Vôtre, mais la raison principale était que la série était en fait en avance sur son temps, et il faudra attendre 15 ans avec Clair de Lune, Moonlighting, la série de détectives loufoques qui a révélé Bruce Willis, pour que les Américains apprécient l'humour assez déjanté avec des clins d'œil et compagnie. Alors au passage, vous aurez remarqué que Tony Curtis aime bien faire aussi un clin d'œil à la célèbre comédie dans laquelle il a joué avec Marilyn Monroe et Jack Lemmon, Some Like It Hot, certains l'aiment chaud, puisqu'il se déguise en femme à la fin de l'épisode Regret éternel, où il apparaît sous les traits de tante Sophie. Dans le même épisode, on a aussi Roger Moore qui lui emboîte le pas, puisqu'il se déguise en Lady Agatha. Notez que dans la version française, il n'est pas doublé par Claude Bertrand. Alors Curtis joue aussi avec son vrai nom, puisque dans un épisode, il répond au téléphone en disant « Allô? Oui, j'écoute. Et non, c'est pas Monsieur Schwartz, vous vous êtes trompé, mon vieux. » alors que son vrai nom dans la vie était Bernard Schwartz. Alors, notons encore que Roger Moore a réalisé 2 épisodes, et Tony Curtis aimait travailler sous sa direction, car Moore lui demandait toujours son avis, et Roger Moore considérait le métier de réalisateur comme quelque chose de participatif, et c'est d'ailleurs tout à son honneur. Alors, pendant le tournage dans le sud de la France, Curtis et Moore ne se sont pas vraiment fréquentés, car ils n'avaient pas le même cercle d'amis, mais quand ils se sont retrouvés à Londres, là, ils ont passé plus de temps libre ensemble, et même avec leurs familles respectives.
D'ailleurs, la série se tournait parfois en famille, puisque la petite fille qui parle avec Tony Curtis dans l'épisode Formule à vendre n'était autre que Deborah, la propre fille de Roger Moore, après Geoffrey, dont on voyait la photo dans le générique. Alors Moore et Curtis ont bossé comme des fous pendant 1 an et demi pour fournir 24 épisodes, et ils étaient épaulés par des grands professionnels, car la plupart des techniciens et des réalisateurs étaient des gens qui avaient fait beaucoup de films de cinéma, donc ils avaient une bonne expérience et ça se sent à l'écran. La série est de qualité dans son ensemble, même s'il y a, comme toute série, quelques épisodes plus faibles, mais si vous ne deviez en revoir que 3 ou 4, je vous recommande tout particulièrement, mais ce n'est que mon avis, pas une vérité universelle, un enchaînement de circonstances où Danny Wilde est pris pour quelqu'un d'autre de nouveau. Il se retrouve avec une mallette enchaînée à son poignet, convoitée par divers espions. Un épisode très drôle avec beaucoup d'ironie mordante. Ensuite, un petit coin tranquille où à nouveau Danny se retrouve dans la campagne, il s'achète une vieille maison et il se retrouve aux prises avec une soi-disant secte qui cache en fait, si je me souviens bien, un gang de faux monnayeurs. Et enfin, regrets éternels avec la famille Sinclair qui se fait trucider et où Brett se retrouve donc aussi en ligne de mire. Un épisode truffé de jeux de mots et à l'humour déjanté à l'anglais, ça reste un régal. Enfin, je mettrai à égalité Premier Contact, le tout premier épisode où ils se rencontrent, parce que ça reste quand même un chef-d'œuvre de drôlerie et aussi de jeu d'esprit. Bon, cela dit, on ne se marrait pas non plus toujours dans la série, car on a des épisodes comme Une rancune tenace, Le complot, Un ami d'enfance, ils ont un tout autre ton, ils baignent dans une forme de noirceur et de sérieux qui dénote par rapport au reste de la série. Ne sont pas les plus réussis, mais je trouve qu'ils restent intéressants pour ce côté plus sombre. Et vous, quels souvenirs gardez-vous de la série? Et quels étaient aussi évidemment vos épisodes préférés? Et pourquoi? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse, je vous répondrai. Et pour celles et ceux qui ont grandi dans les années 70, comme moi, bientôt 57 ans, sans doute vous souvenez-vous des bandes dessinées de Marcello et Mora dans l'hebdomadaire Pif Gadget. C'était des récits inédits sous licence ITC. Bon, personnellement, je préférais la série que la BD, mais c'était sympa en tant que gamin de retrouver là aussi des héros de télé. Alors, notons encore que malgré son peu de succès aux États-Unis, Amicalement Vôtre devait avoir une deuxième saison. Le producteur Lew Grade voulait remplacer Roger Moore, parti pour jouer James Bond, 7 films, par Noel Harrison, donc il devait être remplacé par Noel Harrison, le fils de l'acteur Rex Harrison, mais Robert Baker a dissuadé Lew Grade du contraire en lui disant « Écoute, on avait une très bonne alchimie assez rare avec Tony et Roger, on a fait une bonne série, restons-en là. » Et au final, c'était mieux comme ça, non? Alors, Amicalement Vôtre reste une série originale, car inclassable, mélange de genres qui devra sa notoriété à l'alchimie et à l'humour de ces deux vedettes, une formule qu'on retrouvera quelques années plus tard dans toutes sortes de duos que tout sépare, mais qui s'aiment bien dans le fond, avec sans doute le plus emblématique, Starsky et Hutch, mais aussi Magnum et Higgins. On retrouve aussi une Ferrari rouge et l'opposition britannique-américain. La chaîne vous propose 2 vidéos sur ces séries, n'hésitez pas à aller les découvrir et me faire part de votre avis, ça m'intéresse. Alors on peut encore citer d'autres duos comme Les rues de San Francisco, Chips, Timide et sans complexe, Rick Hunter, Inspecteur Choc, Claire de Lune, Kanye et Lacet et bien d'autres. Alors il existe un peu de merchandising autour de la série, on peut se procurer donc une réplique pas chère ici de la Ferrari Dino, et il existe également une Aston Martin DBS avec une réplique de Laure Sinclair qu'on peut trouver sur internet. Alors, pour conclure, que reste-t-il de la série? Avec 24 épisodes seulement, Amicalement Vôtre est devenue une série culte qui a marqué la culture populaire et reste savoureuse. Mais pourquoi? Parce qu'elle a un style, parce qu'elle a une âme, parce qu'elle incarne à la perfection l'élégance, l'humour et l'esprit d'aventure des années 70. Aujourd'hui encore, elle reste un joyau, une série trop courte mais inoubliable, le genre d'œuvre qui continue d'inspirer, de faire rêver et de donner le sourire. Et tout ça grâce à un producteur audacieux, 2 acteurs que tout opposait et une envie folle de créer quelque chose d'unique. Évidemment, cette vidéo n'a pas la prétention de tout vous dire sur le sujet et je vous recommande également plusieurs lectures fort intéressantes ici. Si cela vous intéresse, vous avez tous les détails plus bas dans la description de la vidéo. Et évidemment, je dédie cette vidéo aux 4 fantastiques, Tony Curtis et Roger Moore, partis en 2010 et 2017. Michel Roux et Claude Bertrand nous ont quittés en 2007 et 1986. N'arrêtez pas la vidéo, voici encore une petite douceur pour se marrer avant de se quitter, une dernière pour la route. Merci pour votre écoute,
et à la prochaine. Oh. Si tu veux aller là-bas avec une pomme sur la tête. Non. Je vais tirer le rouge maintenant. Excellent choix. Oui, tu trouves aussi. Hein. Tiens, regarde mon petit gars. Ah, je visais le bleu, là. Pas le rouge, je voulais dire le bleu. J'ai compris. Ah oui? Je confonds les couleurs, peut-être. Shelley Masterson. Ah, c'est joli. Ça me peine de l'avoir dans les mains d'un gars comme Foster. Le jaune. Prends une leçon.